2017, un électeur sur 5 de moins de 29 ans a voté lors de l'élection présidentielle. À noter que selon une étude de l'INSEE, les 25-29 ans se sont plus abstenus que les 18-24 ans. 24% contre 20%. Mais on peut se rendre compte également que les jeunes votent plus lors d'élections présidentielles que lors d'autres scrutins. Depuis 2017, cette abstention s'est accentuée, puisqu'on peut noter notamment qu'en juin dernier, lors des élections régionales et départementales, 9 jeunes sur 10 se sont abstenus. Ce qui signifie que chez les 10-24 ans, on avait 87% d'abstention et chez les 25-34 ans, 83%. Ce fut une abstention record. À l'approche de l'élection présidentielle, à Trosmag, on s'est questionné concernant le lien des jeunes avec la politique dans ce monde ultra connecté. Pour répondre à nos différentes questions, on a rencontré 3 jeunes femmes élues, bénévoles associatifs ou encore cofondatrices d'une association avec un but précis, comprendre à travers leurs réponses les éventuelles raisons poussant les jeunes à se désintéresser de la politique dite traditionnelle. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Missou, un autre regard sur la politique. On entend beaucoup parler dans les médias d'un désintérêt des jeunes vis-à-vis de la politique. À Trosmag, on a rencontré Lorraine Lolo, élue à Fos, journaliste et cofondatrice de l'association. C'était des chances pour lui poser la question directement. Pour lui demander si, à travers ses différentes activités, avec ces échanges notamment, elle perçoit ce fameux désintérêt de la politique si présent dans les médias concernant les jeunes. Et notamment, si elle saurait comment cela se manifeste, d'une part, et d'autre part, si elle, en tant que jeune femme, elle y a déjà fait face. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment un désintérêt de la politique. Je pense qu'au contraire, les jeunes ont de plus envie, sont de plus en plus sensibles aux questions notamment de justice sociale. On voit beaucoup de jeunes dans les manifestations. De tout type, que ce soit le climat, que ce soit pour les violences policières, contre les violences policières, etc. Donc, je pense pas qu'il y a un désintérêt de la politique, par exemple, mais, en tout cas, de la politique au sens large. Donc, vraiment, tout ce qui est l'organisation de la société. Par contre, effectivement, il y a un désintérêt pour les élections et du coup, tout ce qui est politique institutionnelle. Parce que, effectivement, il y a une espèce de méfiance, qui a été alimentée au cours des années, sur plein de sujets où on voit que clairement les politiques, les hommes et les femmes politiques se mobilisent pas assez, en tout cas à notre goût, en tant que jeunes. Et encore, je dis jeunes pour résumer, mais il y a plusieurs types de jeunes. Donc moi je trouve que c'est faux de dire qu'ils s'y intéressent pas. Ils s'y intéressent, ils ont un avis. Maintenant oui, malheureusement ils sont un peu désabusés et ils se disent que finalement à voter souvent ça sert à rien. Regarder les débats de politiciens, politiciennes, ça sert à rien parce que en réalité ils servent pas à nos intérêts ou on peut pas leur faire confiance. Et je pense que c'est plus ça le problème. Et moi je pense que pour régler et réconcilier notre génération à la politique, faudrait déjà penser à inclure plus de jeunes en politique en réalité, parce que la moyenne d'âge, ne serait-ce qu'au niveau local, elle est assez élevée malheureusement, alors que je pense que les jeunes ont beaucoup
de choses à apporter à la politique, qu'elle soit locale ou nationale d'ailleurs. Pour poursuivre, on va prendre la question dans un autre sens, dans un autre angle. Dans un article paru dans Libération en octobre 2021, Stuart Shaw, directeur de l'IFOP, identifie 3 fractures. Celle qui oppose les 18-30 ans à leurs aînés, celle qui oppose la jeunesse d'aujourd'hui à la jeunesse d'hier, ainsi qu'une 3e crise qui serait une crise intergénérationnelle entre les 18-24 ans et les 25-30 ans, à laquelle, selon lui, il faudrait ajouter une dimension genrée qui constituerait une fracture supplémentaire. Nous avons voulu avoir l'opinion de Tété Chéri Diop, conseillère municipale à la mairie de Pierrefitte, en lui demandant si d'une part elle ressent elle-même cette triple fracture énoncée par Stuart Shaw, et surtout à quoi elle serait due, notamment cette fameuse crise intergénérationnelle. Alors, le constat de cette fracture entre les 18-25 enfin 24 et les 25-30, je pense effectivement qu'elle existe. Pour moi, être jeune, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une étiquette. Il y a des gens qui se considèrent comme jeunes à 40 ans. En politique, le jeune du groupe, il a 40, il a 41, il a 39, enfin voilà. Donc déjà, la définition de jeune, elle est relative. Quand tu as entre 18 et 24 ans, t'as pas du tout les mêmes problématiques que quelqu'un qui en a 27. Celui qui en a 27, il est déjà inséré dans la vie active, généralement. Entre 18 et 24, on se cherche, on est soit dans les petits jobs, on commence, on débute, on n'est pas encore en CDI, ou alors on est encore en études. On fait pas face aux mêmes réalités. À l'approche de la trentaine ou à 30 ans, on commence déjà à concevoir, à se stabiliser dans la vie, etc., à s'établir. On cherche le CDI, on cherche l'appartement, parfois la maison, on construit sa vie familiale, etc. Si vous prenez un jeune de 20 ans, c'est pas sa réalité, quoi. C'est pas sa réalité. Lui, il va à la fac, il fait des beuveries tous les week-ends. Oui, donc oui, le jeune qui a entre 18 et 24 ans, c'est pas forcément sa réalité. Donc, pour moi, effectivement, il y a une déchirure. Maintenant, à quoi elle est due? Pour moi, c'est tout simplement des générations qui ne sont pas les mêmes. Les dernières générations, moi, j'ai des différences d'âge, des fois, qui sont de 3, 4, 5 ans, et je sens qu'il y a une vraie coupure. Parce que on fait pas partie des mêmes générations, tout simplement. Des fois, c'est la génération du grand frère, de la petite sœur, etc. Parfois, 3 ou 4, 5 ans, ça suffit pour qu'il y ait une vraie différence de mentalité. Et moi, je pense que là, l'avènement des réseaux sociaux marque beaucoup ça. Moi, par exemple, qui ai 22 ans, pour discuter avec mes amis, on va faire un groupe WhatsApp, par exemple. Si on prend quelqu'un qui est au lycée, il se dira, mais tu veux que je fasse un groupe WhatsApp, pourquoi? On va faire un groupe Snap. Pour lui, WhatsApp, c'est comme si je lui disais Facebook. Et ça, c'est pas ma réalité. Et au contraire, si je prends quelqu'un de 28 ans, il va me dire, mais non, mais un groupe Facebook, c'est peut-être mieux, ou faudrait peut-être... Enfin, voilà, donc on a chacun nos réalités, et je pense que les réseaux sociaux aussi, ça joue pas mal. On n'a pas tous le même rapport, oui, à la vie, à tout ce qui est le monde digital, la vie digitale, etc. Et ouais, pour moi, c'est des générations qui sont assez différentes, et la différence d'âge est importante. À 18 ans, on n'a pas du tout les mêmes réalités que quelqu'un qui en a 28, 29... Pas du tout. Donc oui, moi je pense que cette fracture, elle se comprend et elle est tout à fait cohérente. Depuis les années 2000, les jeunes d'aujourd'hui n'ont vécu que des crises, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, démocratiques ou encore, très récemment, sanitaires, à travers la crise de Covid-19. Pour poursuivre nos questionnements, on a essayé de se questionner sur sur ce besoin de renouveau politique. En effet, depuis quelques années, on voit de la part des jeunes une certaine aversion des partis politiques traditionnels et des institutions françaises. Est-ce que cela ne serait pas une certaine expression d'un besoin de renouveau politique? Une question que l'on a posée à Anissa, bénévole à l'association, c'était des chances agissant pour l'engagement citoyen des jeunes. Oui, bien sûr, parce que je pense que les partis politiques aujourd'hui ont peut-être du mal à s'adapter à une société qui change constamment. Donc elle change avec plein de facteurs, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, la société, elle change beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus fréquente qu'il y a un siècle. Et du coup, ce changement, ça appelle les partis politiques à se renouveler, c'est-à-dire à parler à de nouvelles personnes, en utilisant des moyens différents. Et c'est vrai que
les jeunes, ou pas forcément les jeunes, les personnes de banlieue, etc., ne se sentent pas forcément inclus dans le débat et représentés par les partis. Et ce que je vois vraiment avec Cité des gens, c'est que les gens ont l'impression d'être des sujets politiques, c'est-à-dire qu'on parle d'eux, mais on ne parle pas avec eux. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que dans le débat public, on parle des banlieues, il n'y a pas de souci, on parle des immigrés, il n'y a pas de souci, mais on parle jamais avec eux. Ils sont jamais invités, ils sont jamais force de proposition, on ne les invite jamais à co-construire les politiques publiques. Et une politique publique, c'est pour le public, pour les citoyens. Et ils sont toujours ramenés à ce statut d'enfant et ils sont très infantilisés parce que parler au nom des gens, pour les gens, mais pas avec les gens, c'est ce qu'on fait avec les enfants, au final. Donc, je pense que plus qu'un besoin de renouveau, il y a ce besoin d'inclusion dans les politiques et dans les décisions. Pour poursuivre dans la même thématique, nous avons posé la question suivante à Tati Chéri Diop. La société française et l'espace public français sont-ils en phase avec cette jeunesse ultra connectée et ayant besoin de nouveautés? Voici sa réponse. Alors, absolument pas. Je pense vraiment que la société française actuelle comme elle est, et même nos gouvernants, nos dirigeants, etc., ils sont en complète déconnexion avec les attentes actuelles des jeunes, leur mode de vie, la façon dont ils gèrent leur vie digitale, etc. Aujourd'hui, une personne, c'est limite si elle ne considère pas qu'elle est elle et qu'elle est aussi ce qu'elle est sur les réseaux. Enfin, c'est une seule et même personne, quoi. Donc par exemple, on a vu des jeunes qui considéraient que parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils avaient moins d'amis dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand ils rentraient le soir, envoie-moi ton Snap, envoie-moi ton Insta. Ah non, mais j'ai pas. Et du coup, il y a un manque de connexion qui se fait, il y a un manque de lien social qui passe. Et ouais, je pense que la société française actuelle ne se rend pas forcément compte de l'importance que joue actuellement la vie digitale dans la vie des jeunes. Et même quand elle s'en rend compte, elle sait pas comment l'aborder, quoi, parce que c'est tout nouveau en même temps. Mais ouais, moi je pense qu'il y a un gros décalage. Je pense que le président actuel, je sais pas pour les prochains, et pour les anciens c'était pas forcément le cas, mais je pense que le président actuel essaie de rattraper un petit peu ce retard. Il y est pas encore, mais au moins il essaie. Au moins il essaie. On voit qu'il y a certains ministres qui sont présents sur TikTok, on voit Macron qui passe sur Twitch, etc. On voit qu'ils essaient de s'y mettre. Et moi je pense que c'est un bon début. Il faut persévérer sur cette voie, mais de toute façon c'est l'avenir. Le digital c'est l'avenir, le numérique c'est l'avenir. Donc ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne, mais un jour nos institutions s'y mettront aussi et ce sera ils se concentreront sur ça presque à 50%, de la même façon qu'ils se concentrent énormément sur la vie réelle actuellement, quoi. Une campagne aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il n'y a aucun parti qui peut imaginer faire une campagne seulement en distribuant des tracts dans la rue et c'est plus possible. Il faut être sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, maintenant tout le monde en a conscience. Et d'ici quelques temps, je pense que ce sera à la hauteur des attentes des jeunes. Mais c'est vrai que maintenant, pour le moment, il y a une grosse carence à ce niveau-là. Il y a un gros décalage. Depuis quelques mois, on entend parler de plus en plus d'une radicalisation de la jeunesse française, que ce soit vers l'extrême droite. On se souvient des meetings d'Éric Zemmour, notamment, ou que ce soit vers l'extrême gauche, avec notamment la grande communauté des jeunes insoumis, regroupant plus de 26 000 followers sur Twitter. Et pourtant, la campagne de Jean-Luc Mélenchon à bras-le-corps. Mais cette fameuse radicalisation ne serait-elle pas juste due à leur âge, ou bien juste à l'époque dans laquelle cette jeunesse vit? Voici la réponse d'Anissa. Je pense que se radicaliser politiquement, c'est-à-dire voter pour les extrêmes, c'est un petit peu un chemin de facilité, sans vraiment condescendance aucune. Mais je pense que quand on est dans une crise, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit, il y en a qui l'aiment bien appeler migratoire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, crise migratoire, mais quand on soit dans une crise économique, peu importe inflationniste, et qu'on a l'extrême droite qui nous propose des personnes à pointer du doigt, qui nous propose des coupables et qui nous propose un récit qui est absolument très très simple, voire simpliste, c'est très facile de se tourner vers l'extrême droite. Parce que en fait, toute la force de proposition de l'extrême droite, c'est les discours qui pointent des gens, des certains types de population du doigt. Ce sont des discours qui sont simples, simplistes et qu'on peut complètement ingérer très facilement. Et quand on s'y connaît pas en politique, quand on a tous les politiques d'un pays
qui, entre guillemets, nous tournent le dos, ou qui ne nous représentent pas, ou qu'on ne se sent pas représenté par ces politiques. Quand on est sujet des politiques et non pas acteur, et qu'on a l'impression que toute notre vie, le débat politique n'est pas fait pour nous, quand on a un nouveau politique qui arrive autour de la table et qui nous fournit un chemin de pensée absolument simpliste, avec aucune nuance, avec quelqu'un à pointer du doigt absolument très facilement, qui n'irait pas vers les extrêmes? Quelle personne dans cette situation n'irait pas vers les extrêmes? Je me demande. Parce que avoir une pensée politique qui est nuancée, qui est fournie, ben c'est du travail. C'est du travail, ça prend du temps, ça prend parfois de l'argent de se renseigner, ça prend un capital social, éducatif, etc., scolaire, et c'est pas tout le monde, en fait, qui est très renseigné politiquement. Donc, au lieu de se tourner vers les extrêmes, si on apprenait à parler à cette jeunesse qui est du coup acteur, qui est sujet et non pas acteur, je pense que ça serait un premier pas vers peut-être une déradicalisation, si on peut appeler ça comme ça, ou un ralentissement de cette radicalisation de la jeunesse. Mais je ne suis pas sûre que ce soit les jeunes qui sont les plus radicalisés politiquement aujourd'hui. Je sais pas, je ne pense pas. On arrive bientôt au terme de ce premier volet de Missou. Du coup, on va quand même parler un peu de ce qui peut se faire pour la présidentielle, notamment sur cette question suivante. Une enquête Youbo, réalisée sur un panel de 500 jeunes, indique que plus de 2/3 des personnes ayant répondu à l'enquête se sont abstenues aux dernières élections locales. Du coup, notre question à Trosmag est la suivante. Est-ce que cela sera le cas lors des prochaines élections? Voici l'avis de Laurel Lolo sur cette question. Moi, je pense que l'abstention pour les élections locales n'est pas directement à relier avec l'abstention aux élections présidentielles. Parce que de toute façon, les élections présidentielles, c'est vraiment l'élection qui est la plus médiatisée, qui est la plus suivie par les gens, etc., etc. Et généralement, il y a beaucoup moins d'abstention aux élections présidentielles qu'aux élections locales. Parce que, en plus, je l'avais déjà dit, une des raisons pour laquelle les élections locales sont aussi sont moins sexy, attirent moins. Et en fait, faut dire aussi que c'est très complexe. C'est beaucoup plus simple de comprendre, ok, tu choisis une personne et après du coup il y a un deuxième tour et après il y a une personne qui gagne, que de comprendre c'est quoi un scrutin de liste, comment est composé un conseil régional, comment on fait pour qu'il y ait une représentation d'après tous les départements, c'est quoi les pouvoirs d'un conseil départemental, etc. Des choses qui sont beaucoup moins médiatisées et beaucoup moins discutées. Et en plus, on est dans la 5e République, on sait très bien que finalement le président ou la présidente a énormément de pouvoir parce que le système lui en donne beaucoup. Donc, je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte qu'effectivement, l'élection présidentielle, c'est pas une élection où tu peux te permettre de t'abstenir. Néanmoins, je pense quand même que qu'il y aura de l'abstention. En tout cas, une abstention record qui est déjà prévue. Et comme on dit, le premier parti de France, en réalité, c'est l'abstention. Moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre en compte cette abstention et savoir à quoi elle est due. Et moi, pour moi, une des raisons de l'abstention, c'est qu'il y a un problème d'offre, en fait. Moi, malgré que je sois politisée, malgré que je m'intéresse à la politique, des fois, j'ai l'impression de voir 50 nuances de bourgeois et bourgeoises qui viennent nous expliquer c'est quoi la vie et comment ils vont faire pour remédier à ceci ou cela. Et c'est des gens qui, souvent, vivent de la politique depuis des années, donc du coup, n'ont plus conscience de qu'est-ce que c'est la vraie vie, si ce n'est à travers les autres. Mais pour moi, c'est différent d'avoir conscience de ce que c'est à travers les autres et de le vivre. Pour moi, tu réfléchis pas pareil et tu prends pas les mêmes décisions quand tu le vis vraiment dans ta chair. Donc voilà, après, il y a toutes les méfiances, il y a aussi toutes les trahisons qu'on a eues. Combien de fois on a voté
enfin moi ou mes aînés, hein, on a voté et au final, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, voire ils ont fait totalement l'inverse en fait de ce qui a été fait. Donc pour moi, c'est vraiment une des raisons de l'abstention, c'est vraiment le problème d'offre. Et en fait, du coup, s'il n'y a pas des nouvelles têtes qui émergent, mais sachant que ces nouvelles têtes, elles se font un peu attraper à la gorge par le système en fait, parce que l'air de rien, moi j'ai vu énormément d'initiatives qui ont eu lieu, mais finalement pour se présenter à l'élection présidentielle, faut 500 signatures, faut une équipe sur quasiment tout le territoire, il faut énormément d'argent, c'est pas non plus tout le monde, et c'est pas tout le monde qui a le numéro de riche donateur dans son téléphone. Donc voilà, il y a tout. En fait, je pense qu'on se rend de plus en plus compte de toutes ces inégalités-là, de tous ces problèmes-là, et que finalement, on se dit, en fait, à quoi bon ? À quoi bon ? Qu'est-ce que ça va réellement changer ? Même si je pense que effectivement, ça a des répercussions, le résultat de l'élection présidentielle, et moi, c'est ce que je me tue à expliquer dans toutes les formations ou les ateliers que je donne, c'est qu'effectivement, ça a une répercussion. Mais en fait, les gens, des fois aussi, j'ai l'impression que les gens, tant qu'ils arrivent à s'en sortir, entre guillemets, par eux-mêmes, ils se rendent pas compte, en fait, finalement, en fait, c'est plus haut que eux et leur simple condition de vie, eux, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, il y a eu une espèce de montée de l'individualisme aussi, paradoxalement, où que ce soit au niveau de, par exemple, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs où finalement, on travaille seul. Donc, on n'a pas non plus des collègues avec qui se concerter pour améliorer nos conditions de travail. On n'est pas forcément rattaché à des collectifs, à des associations, etc., qui font que je pense que quelque part aussi le fait de lutter ensemble, ça a un peu été perdu parce que chacun se concentre sur comment je vais survivre demain, et ne prend pas forcément ou n'a pas forcément aussi la capacité matérielle de justement lever le nez et toquer chez son voisin et de dire attends, mais on n'a pas le même problème toi et moi, viens on s'allie et on fait quelque chose pour aller combattre, j'en sais rien, notre bailleur par exemple, et ça c'est quelque chose de dommage. Et en plus c'est dommage parce que malgré les réseaux sociaux, ça peut permettre parfois de rallier beaucoup de gens et de voir qu'on n'est pas seul dans une situation. Mais en même temps, parfois, ça donne aussi cette illusion d'être proche des gens sans pour autant être réellement proche, parce qu'il y a aussi ce côté superficiel de la réussite individuelle, de regardez-moi, je voyage, je fais ci, je fais ça, alors qu'il y a des gens qui sont en dépression parce qu'ils sont précaires, par exemple, et c'est pas des trucs qu'on va parler sur les réseaux sociaux, par exemple, et du coup qui vont permettre de se fédérer avec d'autres jeunes ou d'autres personnes qui traversent la même chose pour porter des revendications. Donc voilà, il y a un petit peu je pense qu'on est en réalité dans une période de transition, et parfois j'ai malheureusement aussi l'impression que c'est peut-être quand ce sera pire que beaucoup de gens vont peut-être regarder plus haut et se dire peut-être que finalement le problème il est aussi politique. Se demander est-ce qu'il y aura de l'abstentionnisme, c'est aussi se demander par la suite comment y remédier. Du coup, pour répondre à cette question-là, on a demandé à Anissa et Titi Chéri leurs avis, mais surtout leurs idées, pour que les jeunes Français ne s'abstiennent pas lors des prochaines élections qui arrivent très très prochainement. Voici leurs réponses. L'abstention des jeunes au présidentiel, je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, c'est l'élection où ils se déplacent, c'est l'élection qui les touche, qui les concerne, enfin voilà. Maintenant, pour qui voter, je pense que là, c'est toute la difficulté. Il y en a qui se disent bon, c'est un choix plutôt par défaut, mais j'ai une personne en tête. Et puis il y a des gens qui vraiment ne savent pas encore pour qui voter, mais ils savent qu'ils vont aller voter. Donc non, moi je m'inquiète pas. Je pense pas qu'on ait un nombre particulièrement important d'abstention
au présidentiel et notamment par rapport aux jeunes, je ne pense pas. Maintenant, comment y remédier? Par l'éducation. Par une éducation politique, c'est ce qu'on prend avec Cité Chance, c'est ce qu'on fait pendant la cité à voter, c'est ce qu'on fait pendant le parcours citoyen, c'est expliquer tout simplement aux jeunes à quoi servent ces élections. Et je pense que les jeunes, ils sont pas bêtes, qu'il faut arrêter de les infantiliser et qu'un enfant de 16 ans, il est tout à fait capable de comprendre qu'est-ce qu'un conseiller régional, qu'est-ce qu'un conseil de région, que le lycée, par exemple, c'est du domaine de la région, il est tout à fait capable de comprendre ces choses-là, mais c'est vrai que si personne ne lui dit, c'est compliqué d'aller le faire voter. Si personne ne lui fait comprendre les enjeux des élections, personne, il va pas aller voter lui-même et se réveiller un matin en disant je vais aller voter aux élections municipales. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais ça se passe pas comme ça. Donc, je pense que l'éducation politique, la politisation des jeunes, c'est la clé pour toute forme d'éradication de l'abstention. Du coup, on arrive au terme de ce premier volet de Miss ou un autre regard sur la politique. J'espère que l'émission vous aura plu. Je sais que j'ai été un peu très formelle sur l'émission. I am sorry. Je suis désolée. Mais la prochaine fois, je vais essayer de faire un peu plus light, un peu plus cool, un peu plus chill. Donc, en attendant vos retours. Donc, on se retrouve très bientôt sur Trustmag pour vivre l'actualité autrement, toujours avec vous. N'oubliez pas de nous follow sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, juste là. Allez lire nos articles sur trustmag.fr et à continuer à partager. Bien évidemment, si vous voulez participer aux prochaines émissions de Missou, n'hésitez pas à nous contacter directement à travers nos différents canaux de contact. Et n'oubliez pas, Trustmag vit l'actualité avec vous.